Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lula. Cette fois-ci on va prendre le temps pour voir un petit peu, on parle Covid, mais on va surtout parler de savoir qu'est-ce que depuis les dernières décisions du gouvernement, comment ça se passe dans les écoles, on en parle dans Creusement Réunionnais. Bonsoir Daniel Amouni. Bonsoir. Vous êtes président de la FCPE, qui est donc la Fédération Des conseils de parents d'élèves. Et notre invitée est une parente d'élèves. Oui. Et qui s'appelle Edarali Isabelle, au lycée Jean Inglo du Port. D'accord, on va rappeler que c'est votre fille qui est au lycée et pas vous. Non, c'est ma fille en terminale. D'accord. Je voulais échanger avec vous sur est-ce que au lycée, on a commencé à dire, on dit que la moitié de la classe vient et l'autre moitié ne vient pas. Comment ça se passe actuellement au lycée ? En ce moment, c'est vraiment ça. En fait, le matin, c'est par exemple le cas de ma fille. Ce matin, elle a eu des cours en ligne et donc cet après-midi en présentiel. C'est-à-dire, je lui ai demandé en fait, donc elle m'a dit, c'est la moitié du lycée qui est le matin, qui est en cours, et la moitié l'après-midi. D'accord. Léonie, la demi-jauge, aujourd'hui, ça marche au niveau des parents d'élèves ou pas ? C'est encore trop tôt pour dire que ça marche, parce que ça démarre maintenant, et c'est quelque part très compliqué, parce que chaque établissement a mis en place son protocole de demi-jauge, comme on dit. On nous dit que certaines classes seront donc par demi-groupe, une moitié de groupe en classe et une moitié à domicile. Et là, vous avez le cas de la fille d'Isabelle, qui c'est la classe qui est le matin en visio, toute la classe, et l'après-midi, toute la classe en présentiel. En fait, la demi-jauge s'applique au niveau de l'établissement, c'est-à-dire c'est la moitié de l'établissement qui est en présentiel et l'autre moitié qui est à domicile en visioconférence, enfin tout du moins en ligne, des cours en ligne. Donc c'est pas la même lecture partout. C'est pas la même lecture, mais surtout il y a, sans jeter la pierre à qui que ce soit, mais tout le monde soit en présentiel l'après-midi ou toute la journée. Qu'est-ce que ça change ? C'est la question que nous posons quelque part, parce que quand toute la classe est là, ça veut dire que les 30 gamins sont en classe, donc ils sont tous ensemble dans la même classe. Et le fait qu'il y a une autre classe qui n'est pas là, alors oui, pendant la récré, pendant les interclasses, il y a moins d'élèves. Peut-être même que pour la cantine, il y a moins d'élèves. Je veux bien l'entendre. Mais dans la classe, parce que la problématique du Covid notamment, c'est les lieux clos. Ouais. Et donc, on reste quand même à 30 dans la classe. On va nous dire, oui, mais il y a moins de brassage entre... Donc, ça veut dire qu'on accepte... À la récréation, il y a moins de brassage. Il y a moins de brassage. Ça veut dire qu'on accepte que les enfants d'une même classe peuvent être contaminés. Comment votre fille vit le fait le matin de ne pas avoir cours, d'être en cours en ligne et l'après-midi d'être en présentiel ? Elle le prend bien pour le moment, hein, parce qu'elle est obligée de toute façon, mais elle est sous pression parce qu'il faut qu'elle travaille tout le temps. Il y a le bac ? Il y a le bac et il y a la pression de l'examen. Mais c'est vrai que c'est une autre organisation en ce moment. Il y a la pression du contexte, il y a la pression du bac. De la maladie. Oui, il y a cette pression-là également. Comment la maman, la famille gère pour qu'elle ait un contexte assez performant pour l'aider à avoir son examen ? Moi, c'est la petite dernière, hein, donc j'ai un peu l'expérience parce que j'ai 3 filles. Mais c'est vrai que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et je suis une maman très à l'écoute de sa fille, donc je l'accompagne au moindre souci, aux moindres inquiétudes. Il y a aussi les 2 grandes sœurs, heureusement pour elle. Donc elle est un peu bien entourée par rapport aux autres.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, ça ne veut pas dire que tout va bien, parce que il y a toujours quelque chose qui inquiète. La peur de voir son enfant être contaminé est toujours là? Si, j'ai eu l'expérience la semaine dernière. Elle avait un peu de fièvre. Et j'étais sur le qui-vive, excusez-moi du mot, mais il y avait la pression. Et il y avait... j'étais pas normale. J'étais pas comme d'habitude, comme d'habitude avant comme la fille a un peu de fièvre ou un peu c'était pas la même chose, c'était pas la même réaction, c'était pas la même souci, c'était pas la même inquiétude, c'était vraiment autre chose. La question va être peut-être un peu bizarre, mais et votre pression à vous, comment vous la gérez? Parce que vous avez la pression. Vous avez la pression de votre enfant qui va dans une école, vous avez la crise sanitaire, vous avez la peur de la maladie, vous aussi, vous avez cette pression-là. Comment vous gérez ça? On s'adapte en fait, hein, on fait de son mieux, hein, et c'est vrai que nous, les parents, on s'adapte aussi avec nos enfants. Et on prie que ça s'arrête le plus rapidement possible. On prie que ça s'arrête, c'est vrai. Là, à ce niveau-là, comment une fédération de parents d'élèves travaille ou collabore pour que les enfants soient bien protégés, même si ce n'est pas de votre responsabilité, et faire en sorte que les parents se serrent les coudes. Parce que dans ce Covid-là, il y a une chose qu'il faut mettre en avant, on n'a pas été vraiment solidaires. Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'on n'a pas été solidaires, mais par contre, c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, les parents n'ont pas accès à l'établissement. On n'a pas accès à des lieux pour pouvoir se rencontrer puisque tout est fermé. On ne peut pas manifester non plus, on ne peut pas se voir à plus de 6 à l'extérieur sur la voie publique, on ne peut même pas à la limite organiser, je ne sais pas, par exemple un pique-nique à la plage, on ne peut rien faire aujourd'hui. Donc nous, ce que nous faisons, c'est que d'abord nous sommes à l'écoute de nos adhérents, nous sommes à l'écoute de tous les parents, qu'ils soient adhérents ou pas adhérents d'ailleurs, et nous actuellement nous organisons des visios avec les parents, déjà avec nos adhérents dans les établissements. Donc on a fait dernièrement avec le lycée Jean Inglot, on va le faire avec d'autres établissements, mais on va aussi mettre en place des visioconférences avec des parents. On va les inviter tout du moins à venir communiquer avec nous pour pouvoir échanger, pour pouvoir libérer la parole. Voilà ce que nous pouvons faire. Après, nous sommes toujours des représentants de parents d'élèves, nous sommes élus dans nos établissements, nous-mêmes nous avons des parents. Ce n'est peut-être pas le cas d'autres associations, mais nous, chez nous, tout le monde est parent d'élèves. Donc nous vivons la situation comme l'ensemble des parents d'élèves, et que ce soit à l'école primaire, que ce soit au collège, que ce soit au lycée, nous vivons des situations diverses et variées. Et nous intervenons, bien évidemment, auprès de la rectrice. Nous étions encore en visio avec madame la rectrice la semaine dernière, et nous lui faisons part des remontées de terrain que nous avons, de l'inquiétude des parents. Bref, on lui donne la température et on lui fait des propositions justement pour améliorer les choses. Nous avons demandé par exemple qu'il y ait les psychologues de l'éducation nationale qui soient déployés dans les établissements pour être à l'écoute des enfants, pour être à l'écoute des enseignants, mais aussi pour être à l'écoute des parents. Donc ce sont des choses concrètes que nous avons demandées à la rectrice. Nous attendons toujours qu'elle le fasse, puisqu'elle nous a dit qu'effectivement, Monsieur Amouni, vous avez raison, il faudra faire ça. Alors moi, je rappelle à Madame la rectrice que c'est elle qui a le pouvoir de prendre la décision de déployer ces psychologues dans les écoles. Donc voilà. Donc concrètement, on essaye à notre niveau d'accompagner les parents, que ce soit auprès du rectorat, que ce soit dans l'établissement, parce que parfois les parents sont aussi perdus, parce qu'en face, il y a un chef d'établissement qui peut-être n'a pas les bons réflexes ou qui n'a peut-être pas été formé, mais qui ne communique pas suffisamment avec les parents d'élèves. En tout cas, c'est ce que nous fait remonter les parents d'élèves. Donc nous aussi, on est en contact avec les chefs d'établissement pour leur dire, les parents sont inquiets, rassurez-les, informez-les, tenez-les au courant de ce qui se passe dans votre établissement. Et ça, malheureusement, aujourd'hui,
Bon, certains chefs d'établissement ne savent pas le faire. Encore une fois, la question sur la pression qu'il y a entre, que ce soit pour les élèves ou pour je veux dire, l'équipe éducative, elle se pose encore. Et à ce sujet, Daniel Amouni, quand on parle quand on parle de la communication, puisqu'on parle de pression, pourquoi ça ne marche pas entre les associations des parents d'élèves et les établissements scolaires? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas associés aux décisions qui sont prises au niveau du chef d'établissement, au niveau des directeurs, des directrices, parce que eux-mêmes, ils sont sous bien sûr leur autorité hiérarchique, et ils ont du mal à communiquer simplement avec les parents, de nous dire réellement, quelque part, la vérité de comment eux-mêmes ils gèrent cette situation, donc de nous dire ben voilà, nous avons telle consigne, nous avons telle contrainte, donc par rapport à ça, je dois mettre en place telle organisation. Ils ne communiquent pas là-dessus avec les parents. Et donc, les parents, ils sont déjà inquiets à la base par rapport à la situation et on ne vient pas leur apporter des informations qui pourraient leur apporter un peu de sérénité. Ça vous aurait fait plaisir de savoir que les emplois du temps avaient changé? Mais non, parce qu'il faut tout réorganiser, il faut s'adapter. Et à ce niveau, justement, Daniel Amouni, sur les emplois du temps, aucune information, tout a été découvert au dernier moment? Comme ça a été dit... Alors, je vais juste rappeler qu'avec la demi-jauge, en fonction de l'organisation mise en place par chaque établissement, il y a une évolution, une modification des emplois du temps. Tout à fait. Donc, comme ça a été dit par Madame la rectrice, c'est que depuis novembre, les chefs d'établissement travaillent sur cette hypothèse de demi-jauge. Depuis novembre, nous sommes au mois d'avril. Donc, la décision de mettre en place cette organisation a été prise. On ne le conteste pas. Ça ne relève pas des parents d'élèves. La mise en place d'un emploi du temps relève des prérogatives du chef d'établissement. Mais rien n'empêche un chef d'établissement de communiquer avec les parents pour leur dire, voilà, il nous a été demandé de travailler sur une éventuelle mise en place des demi-jauges dans l'établissement. Nous voyons la chose de telle manière. Nous vous tiendrons informés de l'évolution et nous viendrons vers vous lorsqu'on aura établi les emplois du temps et pour pouvoir vous expliquer comment ça va fonctionner. Rien de tout ça n'a été fait. Rien de tout ça. Ce changement d'emploi du temps pour votre fille, ça pose de nouveaux problèmes d'organisation? Oui, un peu. Beaucoup même. Parce que c'est surtout le travail à la maison? Le travail à la maison, elle a aussi des cours et d'autres choses, par exemple le sport ou d'autres activités à gérer. Oui, à gérer. C'est vrai que le bac est compris dans la note... le sport est compris dans la note du bac. Oui. Donc, elle doit aussi, j'allais dire, à la rigueur, faire un peu de sport, s'entraîner. Et en ce moment, en fait, moi, je dis ce que ma fille vit en ce moment, elle est à fond dans les études. C'est-à-dire, elle est tout le temps là. Alors, je lui dis, pourquoi tu es... Non, mais il faut, parce que maman, on nous note, on sait jamais le bac, ça va se passer comment. Donc, elle se donne le maximum, parce qu'on ne sait pas s'il y aura pas, est-ce qu'on va comptabiliser par les notes, est-ce qu'il y a tout ça qui est flou, en fait. Ce qui veut dire que à 2 mois, je dirais, d'un examen comme le bac, on ne sait même pas vous ne savez pas comment ça va se passer? Non. Non. On a annoncé que c'était un contrôle continu, non? C'était dans les réformes aussi. Hein. C'était prévu. Donc, comme ça. Votre fille, à 2 mois du bac, ne sait pas si elle passera un examen ou si on retiendra ses notes? Si, on sait en quelque part, parce qu'il y avait les réformes qui ont été faites l'année dernière. Mais le bac cette année, c'est-à-dire l'oral, déjà, on ne sait pas s'il y aura ou pas.
Et après le bac. Cette question-là, ça fait un moment qu'on la pose et ils ne savent toujours pas s'ils vont la faire. L'oral, ça demande et ça exige une vraie organisation. Et dans l'état actuel des choses, l'oral, je pense qu'il n'y en aura pas parce qu'on voit mal comment on va organiser dans un contexte sanitaire aussi fort le passage des jeunes de temps qui sont nombreux à passer cet examen. Tout à fait, mais c'est encore une fois, c'est là le drame. Je rappelle que l'année dernière, l'oral a été annulé à la dernière minute. D'accord? Donc les élèves qui s'étaient préparés ont été fortement déçus. Cette année, la problématique, elle est encore là, c'est qu'on ne sait pas. Il n'y a encore aucune décision. Donc on dit oui, il va y avoir le grand oral. Sauf que quand on écoute les enseignants, ils disent quoi? Que les élèves ne sont pas prêts. Il faut annuler le grand oral. C'est pas la FCPE qui le dit, même si nous le réclamons. Mais on le réclame pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on constate que par rapport donc, à cette préparation à ce grand oral, les élèves ne sont pas prêts, parce que les enseignants le disent. D'accord. Et du coup, nous disons effectivement qu'il faut l'annuler. Sauf qu'encore une fois, le ministre, il ménage le suspense. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs, alors qu'il devrait déjà clairement dire s'il y aura le grand oral ou pas, s'il y aura les examens finaux ou pas, parce qu'il y a le contrôle continu, d'accord, mais il y a aussi des épreuves écrites à passer quand même, malgré tout. Est-ce que dans les conditions actuelles, on va pouvoir le passer? Est-ce que l'année dernière, toutes les épreuves ont été annulées? Oui. On a fait sur le livret scolaire. Oui. D'accord? À 2 mois de l'examen, qu'est-ce qui peut encore changer par rapport à l'année dernière? Nous sommes dans le même contexte, même si la vaccination avance. Oui, sauf que ça fait 1 an qu'on est dans cette situation-là et que ce sont des choses qui ont dû être prévues et organisées depuis très longtemps pour que les élèves et les enseignants sachent comment les choses vont se dérouler. Aujourd'hui, on ne le sait pas. On n'a tiré aucun enseignement, ou très peu, parce que on va toujours dire que la FCPE critique, mais la FCPE ne fait que constater les choses. Et la FCPE, depuis l'année dernière, demande un certain nombre de choses pour justement que la scolarité des enfants se passe au mieux. Il n'en a été rien. On a continué à fonctionner comme si le Covid n'existait pas. Et quand on a été confronté au Covid dans les établissements, on a commencé à bricoler. On va faire ci, on va faire ça. Et à chaque fois, aujourd'hui, on a tellement renforcé le protocole qu'il doit être en béton armé, voire même en acier. Puisqu'à chaque fois, on nous parle de renforcer le protocole. Mais on le renforce. Comment on le renforce? En fin de compte, quand on regarde, on est passé de 70 pages à 2 pages quasiment. J'exagère volontairement, mais il ne reste plus grand-chose dans ce protocole. Et pourtant, on nous parle de renforcement des mesures sanitaires. Et donc les parents, aujourd'hui, ils ne comprennent pas de ces incohérences à répétition. Et on constate aussi, quelque part, l'échec de cette politique. Puisque à la rentrée, Madame la rectrice, qui avait tout à fait raison, de dire qu'on va faire que les classes se déroulent en présentiel. Je rappelle que les demi-jauges existent au niveau de la métropole depuis la fin du premier trimestre, vers septembre-octobre même, quasiment au début, ils sont en demi-jauge, alors que nous, on vient de passer que maintenant. Donc, il y a eu, on dit, oui, on va mettre en place des mesures sanitaire, on va mettre en place un protocole sanitaire, respect des gestes barrières, port du masque obligatoire, etc., pour ne pas arriver à passer en demi-jauge, pour ne pas fermer les établissements. Force est de constater qu'aujourd'hui, toutes les mesures qui ont été prises n'ont eu aucun effet. Donc on peut aussi se poser la question de l'efficacité des mesures qui ont été annoncées. C'est-à-dire que finalement, on se retrouve dans la même situation que l'année dernière. Les examens risquent de se conclure sur le livret scolaire, sur les notes acquises au cours de l'année. C'est la crainte, parce qu'aujourd'hui, on nous dit non, on n'annule rien, mais on craint que si la situation sanitaire ne s'améliore pas, qu'on soit obligé d'en arriver là. Et donc, c'est ça qui est dommage. Votre fille, comment elle a envie de passer cet examen? Elle est, hormis le fait qu'elle soit sous pression, le fait qu'elle soit fatiguée aussi, d'être stressée, elle a envie de passer? Moi, je pense que même moi, en tant que parent, et elle, en tant qu'élève, je pense qu'il faut nous dire dès maintenant, pour qu'on puisse
anticiper, soit qu'ils disent qu'il n'y a pas d'examen, soit qu'ils nous disent qui aura l'examen. Et on veut aussi plus d'informations, quoi, que les chefs d'établissement qui nous écoutent un peu, qui nous informent un peu. C'est ça qu'on demande en tant que parents. En tout cas, la question est à nouveau posée à 2 mois de l'examen. Quel va être le contexte ? Bon, personne ne peut le dire parce qu'on ne sait pas comment évoluera le contexte sanitaire. Mais c'est vrai que les élèves d'abord, bien sûr, comme les enseignants, et les parents aussi, méritent d'avoir des réponses à ces questions. Comment ça va se passer ? Et on va quand même le dire qu'en 1 an, comme l'a dit Daniel Amouni, on a l'impression qu'il n'y a pas d'enseignement qui a été tiré de ce qui s'est passé. Merci, Daniel Amouni. Donc, je rappelle, vous êtes président de la FCPE. Merci de l'invitation. La Fédération des conseils de parents d'élèves. Merci, madame. On va juste rappeler son prénom et son nom. Darly Isabelle. D'accord. Merci à vous. On va essayer de suivre un petit peu jusqu'au plus qu'on peut, voir un petit peu si on peut avoir quelques éléments qui puissent rassurer, ne serait-ce que les élèves, parce que c'est quand même eux qui sont, je dirais, qui ont la plus grosse pression, parce qu'il y a quand même un examen au bout et le bac, ça compte aussi. Merci à vous deux. On marque une pause. Je vous retrouve juste après. Dans quelle mesure cette élection est importante pour les salariés des TPE ? C'est important pour les salariés, notamment pour tous ceux qui travaillent dans petites entreprises, c'est-à-dire de moins de 10. C'est important parce qu'ils n'ont jamais eu de représentants pour les représenter dans les instances pour défendre leurs droits. Donc, il est important qu'ils votent à partir du 22 mars au 4 avril. Comment auront lieu les opérations de vote entre le 22 mars et le 4 avril ? Alors, il y a tout un calendrier électoral qui a été mis en place par le ministère du Travail. Donc, d'ores et déjà, les salariés ont déjà reçu un courrier du ministère du Travail comme quoi ils sont bien inscrits sur la liste électorale. Ils peuvent consulter leurs inscriptions sur le site du ministère. Et dans un deuxième temps, ils vont recevoir un courrier avec un code. Donc, c'est avec ce code qu'ils pourront voter sur le site du ministère entre le 22 mars et le 4 avril. Par correspondance, par Internet ? Par correspondance. Le vote se déroule, c'est le vote électronique, par correspondance. Pourquoi ils doivent voter ? Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de ces élections, de l'élection de représentants syndicaux ? Qu'est-ce que ces représentants syndicaux peuvent faire pour eux ? Nous, on défend leurs droits. On siège dans les commissions. C'est une commission paritaire composée de 10 salariés, 10 représentants de salariés et 10 représentants en patronage, toujours dans des entreprises de moins de 10 salariés. Nous, on défend leurs droits et on facilite aussi, en cas s'il y a un salarié qui est en conflit avec son employeur dans son entreprise, on est là pour essayer de faciliter une conciliation, si c'est possible, ou dans le pire des cas, il y a des tribunaux pour ça. Ça, c'est dans un premier temps. Deuxième temps, c'est important pour les organisations syndicales, dans la mesure où les résultats obtenus par les organisations syndicales vont être agrégés aux résultats que nous avons eus dans les élections CSE. Et à partir de là, ça va définir la représentativité de chaque organisation syndicale sur le territoire de la Réunion, voire même au niveau national. Aujourd'hui, est-ce que les représentants syndicaux sont toujours crédibles auprès des salariés ? Ah bien sûr, on est un syndicat des salariés, on représente les salariés, on a nos militants, on défend les entreprises, et surtout en ce moment, pendant cette crise sanitaire où les salariés, beaucoup de salariés ont fait appel à notre organisation syndicale, il y a des plans sociaux, des licenciements, d'un accompagnement juridique. Bien évidemment, nous sommes là pour eux.
Et ils viennent nous voir, ces salariés, et je peux vous dire, je suis passé un jour ici, vous verrez comment l'accueil ici, on est surchargé avec les salariés, surtout en ce moment qui ont des problèmes. Alors justement, le contexte social se désagrège, se dégrade. Les représentants syndicaux sont de plus en plus sollicités. Est-ce qu'ils se forment aux lois qui évoluent, qui changent, pour bien répondre justement aux attentes des salariés? Vous savez, depuis le Covid, nous avons presque tous les jours des ordonnances du gouvernement qui tombent midi, 14h, le soir, machin, etc. Et nous sommes obligés, nous, en tant que représentants syndicaux, de nous mettre à la page. On est obligés. Et de manière pour pouvoir informer les salariés, nos militants dans les entreprises, pas seulement dans les entreprises de moins de 10 salariés, mais y compris dans les entreprises de plus de 10, là où il y a des délégués. Il faut informer, former ces militants sur toutes ces ordonnances, parce que ces ordonnances, ils ont eu des répercussions sur les conditions de travail des salariés. Qu'est-ce qui explique que parfois le travail des représentants syndicaux sont plus difficiles dans les TPE que dans les entreprises de plus de 10 salariés? Alors, dans les entreprises de plus de 10 salariés, on a des délégués qui représentent les salariés. Contrairement à des entreprises de moins de 10 salariés, c'est-à-dire les TPE, là, il n'y a pas de représentants des salariés. Et les représentants de ces petites entreprises, c'est des représentants qui siègent à la commission paritaire des très petites entreprises. Donc c'est là que nous sommes là, porteurs des paroles de ces salariés qui n'ont pas de représentants dans les entreprises. Dans le contexte social qui continue à se dégrader, ça veut dire que le travail des syndicats, des représentants, des délégués vont être un peu plus complexe. Est-ce que les syndicats et votre syndicat s'est préparé ou se sont préparés à ce qui va arriver? On est toujours dans le bain tous les jours à se préparer, à se mobiliser, à discuter, à échanger entre nous. Je crois qu'on démarre l'année 2021, là on va lancer notre campagne TPE. Ça démarre la semaine prochaine, campagne d'affichage, communication, réunion, d'occupation du terrain dans toutes les zones artisanales pour informer les salariés des TPE. En ce qui concerne l'action syndicale elle-même, je pense que cette année 2021, il faut sortir de ce confinement syndical et nous préparer à la mobilisation. Parce qu'on prend les coups. Les travailleurs, ils prennent des coups partout. Partout. Et il y a une mobilisation de la santé, 21 janvier. Il y a d'autres mobilisations qui sont dans l'agenda social. Il y a le 26, il y a le 28. Et puis, il y a une manifestation professionnelle, interprofessionnelle, le 4 février à Saint-Denis. Et là, j'appelle tous les salariés, toute la population à venir manifester leur mécontentement sur les conditions de travail, sur les conditions de leur rémunération. Et vous savez, le SMIC a été augmenté à 0,99 centimes. On dirait c'est les prix comme le prix de la tomate, quoi.